Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi, RH, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job, aujourd'hui, on parle de la gestion des conflits. Ça, c'est un sujet important et on va en parler avec Julien Genkel. Il est coach d'entreprise, médiateur de conflits et auteur d'un livre passionnant, Les clés du coaching de conflits, édition Fabre. Il va tout nous expliquer dans un instant. Le cercle RH, on parle du handicap et l'accès à l'emploi. Comment sensibiliser les entreprises, mais aussi donner confiance aux personnes en situation de handicap de rejoindre un poste de travail. On fera le point avec deux experts, ce sera le cercle RH. Et dans Fenêtre sur l'emploi, mutualiser les talents, nouvelles tendances RH, moins cher, plus agile, plus pratique. On fera le point avec Caroline Pailloux, fondatrice de Inition Programme. Voilà le programme justement, et tout de suite, bien dans son job. Gérer les conflits, on en parle à travers ce livre, vous allez le découvrir, les clés du coaching de conflits, avec des exemples, des témoignages, des exercices concrets, puis un peu de philo, on en parlera avec son auteur, Julien Genkel, ravi de vous accueillir. Vous êtes coach d'entreprise, médiateur de conflits et auteur de ce livre, édition Fabre, qui est d'une très grande richesse. D'abord, une question un peu comme ça, un peu en hauteur. Quand on parcourt votre livre, on a le sentiment que le conflit est inhérent à l'être humain. Je dis bien à l'être humain. Vrai ou pas vrai ? Oui, vrai. Vrai, je dirais même que c'est l'un des principes de vie qui gouverne toutes les espèces, de la plus primitive à la plus évoluée. Je disais être humain, vous vous élargissez. Oui. C'est-à-dire le conflit est en nous. Il est en nous, il est indispensable à la survie de toutes les espèces. S'il n'y avait pas de conflit, il n'y aurait pas d'évolution, et sans évolution, eh bien, les espèces disparaîtraient les unes après les autres. Donc on part de ce postulat, c'est intéressant de démarrer de ce postulat, de se dire qu'après tout, il est avec nous. Est-ce que ce n'est pas un peu la même logique que se dire, après tout, on a du stress, on en aura toujours, à nous de le canaliser? Parce que votre boulot, finalement, c'est d'expliquer à vos clients et ceux que vous accompagnez, le conflit est là, et il faut quoi? Il faut l'accompagner, il faut le transformer. Qu'est-ce qu'on en fait de ce conflit? La comparaison avec le stress est intéressante, parce qu'on dit souvent qu'il y a du bon stress et du mauvais stress. Quand on monte sur scène, qu'on est acteur, eh bien on a un bon stress, mais ça permet aussi d'être au top de la performance. Quand c'est du mauvais stress, il est nuisible à la santé. Le conflit, c'est pareil. Le conflit est, on va dire, dans la connotation occidentale du mot conflit, quelque chose de négatif. C'est différent en Chine. L'idéogramme pour conflit a deux versants qui sont un petit peu le yin et le yang du conflit, positif, négatif. Donc c'est intéressant de voir l'aspect culturel, mais cette comparaison avec le stress est pertinente parce qu'un conflit qui est saisi comme une opportunité permet vraiment d'évoluer et d'améliorer les relations. Et en fait, avant le conflit, on peut être dans une situation difficile. En sortant du conflit, on est soulagé et en général, on est en fait heureux d'avoir eu cette opportunité. Avant de parler de Jung, parce que vous nous expliquez, alors il y a les conflits qui prennent des dimensions très locales, très micro-conflits, puis il y a des conflits très importants, les conflits sociaux, ce sont des conflits. On parlera de Jung, mais toujours besoin d'un médiateur ou d'une tierce personne pour dénouer un conflit ou pas? Ou est-ce qu'on s'en sort dans l'interpersonnel et est-ce qu'on peut s'en tirer avec nos armes? Alors, si nous restons sur le conflit interpersonnel, il y a des intensités de conflit. L'un des gourous de la gestion de conflit, Friedrich Glasel, un Autrichien, a construit un modèle sur la base de l'intensité. Et en fait, il a identifié 9 étapes. Et on peut dire que ces 9 étapes tombent dans 3 phases principales. La première phase du conflit est en général celle pendant laquelle il est possible d'avoir un dialogue constructif. Parce qu'il reste encore un petit peu de confiance. Il reste un peu d'espace. Il reste de l'espace, et donc en fait on est en mesure de dialoguer avec l'autre sans l'intervention d'une tierce personne et de trouver un accord. On arrive à regarder dans la même direction. Mais une fois cette étape dépassée, soit parce qu'on n'a pas essayé de résoudre le conflit, soit parce qu'on n'y est pas arrivé, eh bien il faut l'intervention d'une tierce personne. Et la raison, c'est qu'en fait la confiance a disparu. Et donc, tout ce que l'autre va faire va être interprété comme une tentative de manipulation. Automatiquement. Automatiquement. Mécaniquement, j'allais dire. Oui, inévitablement. Et donc, on tombe dans des comportements qui sont, on va dire, très régis par les émotions non maîtrisées. Donc, on est en plein pilote automatique. Ça ressemble beaucoup à une cour de récré, à un moment donné. Et là, on a des explosions, les mots qui... Enfin, on déborde, en fait. Alors, de l'explosion quand c'est un conflit chaud, mais ça peut aussi être un conflit froid. Et là, c'est le contraire. On se ferme à l'autre. On ne parle plus, on est mutique, on ignore même l'autre. L'indifférence est la pire des armes. Et donc, de toute façon, dans les deux cas, chaud ou froid, il faut l'intervention d'une tierce personne. Et donc, la médiation de conflit, en général, est une bonne solution.
Il y a une partie intéressante. Alors, tout le livre est intéressant, mais il y a une partie qui m'a passionné, c'est Jung. Oui. 1938, source d'un ouvrage de Jung, et vous évoquez, alors il évoque en l'occurrence, et vous le citez, finalement quand on rencontre quelqu'un, avant même qu'on parle de conflit, on n'est pas deux, on est quatre, voire même plus. Et c'est là où ça devient compliqué en fait. Nous sommes deux, mais on n'est pas que deux ici sur ce plateau. Non, on embarque avec nous plein d'ombres. Alors il y a tous les archétypes de Jung qui sont en fait des préfigurations de personnages qui sont communs à nous tous. Ça peut être la mère, le père, le sage, le héros, l'enfant en nous, etc. Et donc moi en fait le terme que j'aime bien pour décrire ce que Jung avait reconnu déjà il y a longtemps, c'est l'équipe interne. Nous avons tous une équipe interne et normalement si nous sommes bien constitués, c'est-à-dire dans une sorte d'équilibre de la personnalité, il y a au centre de cette équipe le moi, l'ego, enfin voilà, qui d'une certaine façon, structure et qui dit à l'un ou à l'autre de se taire ou de parler, etc. Là où ça devient compliqué, c'est lorsque l'un de ces personnages prend le dessus, prend le pouvoir, et que le moi, qui est censé être le chef d'orchestre, perd un petit peu la maîtrise. C'est une bataille aussi avec nous-mêmes, le conflit. L'intrapersonnel est aussi important. Merci pour cet éclairage, ces éléments passionnants. Et le livre est d'une richesse absolue parce qu'il est très documenté, puis il est aussi le fruit de vos expériences de coach et de médiateur. Et puis, il vous apporte des exercices concrets. Ça, c'est intéressant pour essayer aussi vous-même d'essayer de vous dépatouiller parfois avec le conflit. Juliane d'ailleurs. Julian, puisque vous êtes d'origine vénézuélienne. Oui. Jenkel, merci d'être venu nous rendre visite. Édition Favre. Les clés du coaching de conflit, livre passionnant. On tourne une page. Le cercle RH, et on parle du handicap. Alors, des deux versants, c'est-à-dire côté entreprise, donner envie aux entreprises, évidemment, de s'engager un peu plus encore en direction des personnes en situation de handicap. Puis de l'autre, donner confiance à ces personnes de pouvoir accéder à un emploi pour briser ce plafond de verre. On en parle et c'est le cercle RH. Le cercle RH, et pour parler du handicap, on en parle beaucoup sur ce plateau, c'est un sujet qui est très important, l'intégration et l'accès des personnes en situation de handicap à l'emploi. Il y a un vrai sujet aujourd'hui, même si le taux de chômage a baissé, mais il reste encore supérieur, évidemment, au taux de chômage des personnes valides. On en parle, puis on parlera aussi de la situation des personnes en situation de handicap qui, peut-être parfois, s'autocensurent, se censurent, disent « c'est pas pour moi, je peux pas y aller ». C'est un vrai sujet. On en parle avec mes invités. Bintou Bagayoko, ravi de vous accueillir, fondatrice de Relief Inclusion. On parlera du duo DEP, puis on parlera aussi des ateliers que vous organisez, parce que c'est aussi un travail que vous menez au sein de votre structure pour promouvoir, faire de la pédagogie. On fera le point avec vous. Puis sur l'onboarding inversé, ça c'est un sujet que vous portez aussi et on en parlera. Sylvain Nivard, ravi de vous accueillir. Oui, moi aussi. On est très heureux de vous accueillir sur Smart Job, président de AVH, Association Valentin Aoui. Créée, alors, elle a plus de 130 ans, cette association ? Oui, 134. 134 ans, en direction des personnes non-voyantes. Votre handicap et malvoyantes. Un mot quand même sur votre parcours, vous avez été diplômé d'une école d'ingénieur, oui. Arrêtez-moi si je me trompe, non, mais ce handicap est arrivé progressivement, on est bien d'accord ? Alors, je suis né malvoyant. Et progressivement, ma vue s'est dégradée jusqu'à devenir complètement aveugle. Et aujourd'hui, porter évidemment les messages. Et aujourd'hui, donc, je préside cette belle association depuis un peu plus de 3 ans. J'ai fait toute ma carrière en fait dans le commercial informatique. Je vendais des systèmes informatiques. J'ai été aussi maire d'un village du Cher pendant 2 mandats. Et au moment où j'hésitais à me représenter pour un 3e mandat, j'ai été approché pour reprendre la présidence de l'association, avec une motivation qui m'a pas mal poussé. C'est le fait que je suis le premier président déficient visuel depuis 134 ans que l'association existe, comme vous l'avez souligné. Il n'y avait jamais eu que des présidents voyants. Donc je trouve que c'est un joli symbole à incarner, que je suis fier d'incarner. Vous avez porté une campagne au sein de AVH, très innovante, très disruptive. J'aimerais qu'on en voit quelques images pour qu'on comprenne ce que vous vouliez nous dire, et une manière de prendre, peut-être qu'on peut voir ces images, une manière de prendre le contre-pied, de surprendre. C'était ça l'objectif? Oui, c'est d'interpeller, hein, effectivement, c'est de surprendre, parce que là c'est traité de façon humoristique, mais
quand vous avez un conseiller Pôle emploi qui vous dit « Ah, j'ai un super boulot pour vous, vous allez pouvoir être maître nageur » ou je sais pas quoi, ça arrive, quoi. Tous les cas concrets qu'on a développés dans la vidéo sont des cas réels. C'est du réel, ouais. On va voir les images en 40 secondes. Regardez, on a du son parce qu'on va bien comprendre ce que vous avez voulu nous dire. J'aimerais qu'on puisse voir cette vidéo. Alors, on regarde. Dentiste, critique de cinéma, coiffeur. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, moi, coiffeur. Ma tante est coiffeuse, alors. Je vois pas le problème. Je vois pas le problème. Je vois pas le problème, hein. Je vois pas le problème. Par là. Je vois pas de problème, hein. Je vois pas le problème. Certains métiers ne sont pas accessibles aux personnes déficientes visuelles. Pour tous les autres métiers, nous ne voyons pas le problème. Bintou, je vous ai vu sourire parce que là, vous la connaissez cette campagne, mais on la revoit ensemble. Elle est intéressante parce qu'elle met aussi les pieds dans le plat. Vous qui accompagnez des entreprises, faites de la pédagogie, enfin, l'insertion des personnes en situation de handicap, c'est pas à tout prix, puisqu'on voit bien qu'avec ce slogan, il n'y a pas de problème, on voit qu'il y a un problème quand même. Tout à fait. En plus de ça, je suis conseillère en emploi, donc quand j'ai regardé la campagne, j'ai bien ri au début, parce que je me suis dit, c'est un métier qui n'est pas souvent mis en avant, et j'ai bien apprécié quand même qu'on mette en avant les professionnels de l'emploi. Et ici, je suis allée au-delà en fait, de la campagne en me disant... je vois pas le problème, c'est justement un problème de perception. Et je pense que c'est ce focus-là qu'il faut mettre en avant. C'est-à-dire que pour les entreprises, autant pour les accompagnateurs, il se peut qu'il y ait un travail par rapport à ces biais inconscients. Par rapport aux personnes en situation de handicap. Mais là, on voit dans ce clip, évidemment, l'impossibilité pour un maître nageur non-voyant, malvoyant, de pouvoir aider quelqu'un avec sa perche parce qu'il ne peut pas la voir, et donc la personne se noie. Mais inversement, est-ce qu'il y a aussi un plafond de verre, une forme d'autocensure de la personne en situation de handicap qui dit « c'est pas pour moi ». Les deux. Les deux ? Les deux, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'exemples où, dans un entretien de recrutement, il y a beaucoup de méconnaissances et de non-dits. Dans un entretien de recrutement, le recruteur ne va pas forcément oser poser des questions. Clairement. Parce qu'il ne veut pas être politiquement incorrect, etc. Il va rester sur ses préjugés, la façon dont il voit ce handicap-là. Le candidat ne va pas forcément oser en parler parce qu'il n'assume pas, parce qu'il a peur de se desservir, etc. Et donc on parle de plein de choses pendant 1 heure, sauf de la seule chose qui préoccupe les deux. L'essentiel, bah ouais. Et donc, voilà, chacun reste un peu sur son idée. On vous dit, on va réfléchir, on vous rappellera, puis on vous rappelle jamais, quoi. Oui, c'est ça. Ce que vous décrivez là, ce sont aussi des expériences vécues et racontées à travers le réseau associatif que vous présidez. Oui. C'est-à-dire qu'on écoute poliment, sans évoquer les vrais sujets de fond, c'est-à-dire êtes-vous en mesure de rentrer dans l'immeuble, quels seront vos besoins, et puis en fait on préfère ne pas rappeler. Oui, c'est la culture française, c'est-à-dire que c'est très différent des cultures anglo-saxonnes où on pose les choses. Donc le recruteur anglo-saxon, il va vous dire, mais de quoi vous avez... Ok, je comprends que vous avez un handicap, de quoi vous aurez besoin ? Exactement. Et on pose les choses et on discute. Bon, ça c'est possible de vous le mettre à disposition. Ça, non, désolé, on va prendre un autre candidat parce qu'on ne peut pas faire cet aménagement de vos tâches. Mais au moins, on en parle. Bintou, concrètement, Relief Inclusion, dans l'esprit, puisqu'on a compris que vous étiez très engagé dans l'accompagnement, évidemment, par votre métier. C'est quoi Relief Inclusion ? C'était quoi votre philosophie, votre idée ? Alors, étant une professionnelle du médico-social, j'ai toujours eu envie de dépasser ce cadre vraiment associatif et j'ai voulu aller d'autant plus loin, c'est-à-dire dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap, mais cette fois en entreprise. Parce qu'il y a beaucoup de choses, d'événements qui peuvent se dérouler en entreprise, mais qui ne sont pas forcément dans les clous. C'est-à-dire de la loi de 2005, que ça soit en interne la communication avec le médecin du travail et l'employeur. D'ailleurs, j'ai assisté dernièrement au baromètre de la perception du handicap, des discriminations.
focus sur les maladies chroniques. Et c'est vrai que là, oui, il y a un dysfonctionnement en interne. Et je voudrais bien, moi, intervenir en entreprise pour pouvoir améliorer les situations des personnes en entreprise. D'autant qu'on parle d'handicap visible, évidemment malvoyants, non-voyants, des personnes en chaise roulante, mais il y a une multitude d'handicaps invisibles, ce qui crée d'ailleurs parfois des malentendus au moment du recrutement. Puis vous êtes d'accord, Sylvain Nivard ? Oui, bien sûr. Le handicap invisible, et il y a un spectre de troubles et de handicap élargi En particulier dans la malvoyance, justement. C'est-à-dire que vous vous débrouillez à peu près bien. Bon, de temps en temps, vous tapez un lampadaire, et donc vous pensez que ça va aller, et donc vous le dites pas, et c'est pas visible. Ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, quoi. Personne n'en parle et tout, quoi. Vous avez été maire, vous avez été élu local, ingénieur, engagé au sein d'une entreprise. Vous qui avez un regard, je dirais, très panoramique sur ces sujets, qu'est-ce qui bloque ? C'est l'entreprise qui a des préjugés ? C'est des personnes en situation de handicap qui n'arrivent pas à se mettre en relation avec des offres, parce qu'elles existent. Quand on regarde le job board de la GFIP, il y a des milliers, des dizaines de milliers d'emplois non pourvus. Qu'est-ce qui se passe ? C'est ce que vous dites. Je compléterai en disant qu'aussi il y a un souci d'orientation. C'est-à-dire que les filières qu'on choisit ne sont pas forcément des filières porteuses. L'accès aux études est difficile. On n'a pas forcément aujourd'hui, le marché réclame des professionnels scientifiques, des informaticiens, etc. Et les déficients visuels, assez souvent, vont choisir des filières plus littéraires, de sciences humaines, de sociologie, etc., qui ne sont pas forcément là où il y a le plus de débouchés. Une des raisons pour ça, c'est que c'est très difficile d'avoir des supports adaptés. Les livres de mathématiques, c'est compliqué à faire en braille. Les livres d'informatique, etc. Les e-learning, c'est rarement accessible. Donc il y a un problème d'orientation qui est important. C'est pour ça que nous, on a un centre de formation professionnelle où, dans les filières qu'on a choisies de dispenser, ce sont volontairement des filières où il y a des débouchés derrière. Quand on forme des kinés, on sait que nos élèves kinés, une fois qu'ils ont leur diplôme de kiné, ils ont l'embarras du choix pour trouver un travail. Parce qu'on recherche aujourd'hui beaucoup de kinés, c'est vrai. On recherche beaucoup de kinés, on forme des informaticiens. On a lancé il n'y a pas longtemps une filière de formation de réparateurs de vélos, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, quand je sors avec un diplôme de réparateur de vélo, aujourd'hui ça explose, donc il y a plein de demandes. Donc il y a un problème d'orientation aussi, je rajouterais par rapport à ce que vous disiez. C'est clair. Les filières initiales et les métiers vers lesquels on va orienter une personne en situation de handicap. Vous avez évoqué tout à l'heure les métiers médico-sociaux. Qu'est-ce que vous vouliez dire exactement ? Il y a possibilité de recruter des personnes en situation de handicap, et c'est un secteur qui ne recrute pas assez ? Alors, je parlais du médico-social, c'est là où... C'est votre secteur ? Voilà, exactement. J'ai eu un parcours en ESAT. Donc, où j'ai eu l'occasion de rencontrer l'association Valentin Aoui, où on a pu être sensibilisé au handicap visuel. Et à la suite, en fait, tout de suite, après la sensibilisation, il y a eu de l'action. C'est-à-dire que... Et c'est ça que j'ai envie de marquer. C'est que on a beaucoup cette tendance à sensibiliser, mais à rester à la sensibilisation. Et pas aller au-delà, c'est-à-dire aller vraiment... au passage à l'action. Je ne veux pas qu'on se quitte parce que là, on est au cœur du débat du recrutement, des filières de formation, mais vous évoquez l'idée de l'onboarding inversé. C'est quoi l'idée ? Une personne en situation de handicap qui va intégrer quelqu'un de valide pour inverser les codes, un peu comme fait le clip de l'association AVH. Alors là, en fait, l'intérêt, c'est pas non plus de stigmatiser, voilà, c'est pas parce que c'est une personne en situation de handicap, mais vraiment pour d'inverser les codes. Exactement. C'est-à-dire que il y a une transmission des compétences pour une personne, un salarié qui va arriver, un nouvel arrivant, qu'il soit valide ou non. Vraiment pour qu'il y ait une action déjà innovante et aussi qui va remettre les personnes, on va dire, dans des conditions d'apprentissage différentes et qui n'empêchent pas justement de gagner en compétences. Donc ça veut dire, mais c'est une initiative que vous voulez lancer ou elle existe déjà ? Justement, j'ai besoin justement de pouvoir en discuter avec les institutions, les services publics et les associations. D'accord. Donc avant de pouvoir... que ça soit piloté et que ça puisse être mis. Mais vous, monsieur le maire, je dis monsieur le maire exprès, dans vos belles petits villages du Cher, de mairie, concrètement, vous aussi, vous avez onboardé, vous aussi, vous avez recruté, vous aussi. Comment ça s'est passé ? Ça s'est... en tant que
que déficient visuel moi-même, j'ai une sensibilité à la fibre humaine du candidat. Donc c'est un mélange, quoi. Je pense que c'est bien sûr qu'il faut que le candidat ait les compétences, mais moi je suis très sensible au savoir-être, à la personne, à la posture que la personne aura. Je regarde assez peu, quand je fais passer des entretiens, je regarde très peu le CV. Vous écoutez? Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que je n'ai même pas lu. La plupart des recruteurs lisent le CV avant de démarrer l'entretien. Vous voulez savoir à qui vous avez affaire. Moi, je lis pas le CV, quoi. Et je pose pas de questions sur la carrière de la personne, ou très peu, quoi. Je m'intéresse surtout, est-ce que ça va être quelqu'un qui va avoir les mêmes valeurs que le travail qu'on va lui confier? Est-ce que c'est quelqu'un qui va être plutôt quelqu'un de méticuleux, ou quelqu'un qui va aller vite, etc. C'est vraiment le savoir-être qui est important. J'ai peut-être mal posé ma question, mais est-ce que vous avez eu, à travers ceux que vous avez onboardés, intégrés, que ce soit à la mairie ou dans vos différents postes, eu des échanges par le fait que cette personne était valide et était onboardée par quelqu'un qui était en situation de handicap? Ou est-ce qu'il n'y a pas eu de discussion sur ce sujet? Non, j'ai pas eu l'occasion de recruter des personnes handicapées moi-même, si vous voulez. On est, je pense, l'association Valentin Aoui est le premier employeur de France de déficients visuels, parce qu'on en emploie, je pense, grosso modo 200, mais j'en ai pas recruté moi-même, quoi. En revanche, il ne faut pas oublier, moi j'aimais bien ce que vous disiez, madame, c'est sur le fait qu'il ne faut pas oublier toute la frange de population qui a besoin de travailler dans un secteur protégé. Oui. Donc il y a aussi toute cette population-là qui, pour différentes raisons, souvent de handicap associé, a besoin d'être soit dans un atelier protégé, soit dans une entreprise adaptée. Et il ne faut pas les oublier, quoi. C'est important. Merci à vous. J'avais envie de les mentionner. Absolument. Je rappelle ce chiffre, 630 000 personnes aveugles ou malvoyantes sont au chômage. Vous confirmez ce chiffre? Oui. Ça veut dire que c'est difficile aujourd'hui, et donc il faut briser évidemment les tabous, même si beaucoup doivent aussi intégrer, comme vous le dites, des milieux protégés ou des ESAT, par exemple. Je salue Bintou Bagayoko et votre initiative. Vous la portez auprès du ministre. Qu'est-ce que vous faites avec cette idée de onboarding inversé? Comment vous faites là? Justement, c'est à moi de me retrousser les manches, parce que c'est vrai qu'on a quand même des pensées assez traditionnelles. On est très habitué à l'usage. Enfin voilà, c'est assez marqué dans le marbre. Et j'arrive comme ça avec mes gros sabots. Allez, on va inverser les choses. C'est vrai que là, pour moi, il faut s'organiser avec des institutions, avec vraiment des représentants des services publics pour pouvoir piloter ce projet. Merci à vous, Sylvain Nivard. Et puis j'invite à tous ceux qui n'auraient pas vu les clips et vos campagnes, qui sont honnêtement très très drôles, d'aller jeter un œil. Association AVH Valentin Aoui, plus de 136 ans, créée il y a 136 ans. Je crois que c'est l'année 134. 134 ans. Voilà, je vieillis. Vous faites cadeau de 2 ans. Vous m'offrez 2 ans. Merci beaucoup, Sylvain Nivard, de nous avoir rendu visite. Merci à vous, Bintou Bagayoko, fondatrice de Relief Inclusion. Tout à fait. Allez voir son site et les ateliers qu'elle organise auprès des entreprises. Merci à vous deux, merci de nous avoir éclairés. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et on accueille évidemment notre invité. Fenêtre sur l'emploi avec mon invité pour parler de la mutualisation des talents, plus agile, plus souple, peut-être plus pratique d'ailleurs pour vous qui avez une entreprise et qui n'avez pas forcément besoin d'un poste complet, à temps plein. Et c'est évidemment tout l'intérêt de cette mutualisation. Caroline Payou, ravie de vous accueillir. Merci. Vous êtes fondatrice de Ignition Program. Est-ce que je l'ai bien dit? Mais oui. Je l'ai travaillé vraiment avec beaucoup de rigueur. D'abord, un petit mot sur le concept d'Ignition Programme. L'idée, c'est quoi? C'est de simplifier la vie des entreprises qui disent, moi, je ne peux pas recruter forcément un CDI entier parce que j'en ai pas les besoins, mais j'ai quand même besoin d'un petit morceau de CDI. C'est un peu ça, l'idée? Alors, nous, dans notre métier, on le fait sur des CDI temps plein aussi beaucoup. Voilà. Mais ce dont on parle aujourd'hui, c'est effectivement de mutualiser les besoins. Par exemple, en ayant un DAF ou un DRH à temps partagé. Souvent, l'avantage, c'est que quand on a besoin d'une expertise, mais on n'en a pas encore besoin à temps plein,
soit parce qu'on va bientôt l'être parce qu'on est en croissance, soit parce que simplement notre taille d'équipe n'est pas amenée à avoir besoin d'un temps plein. Dans ce cas-là, on est content de pouvoir partager avec une autre entreprise. Ça veut dire que vous avez quoi? Un fichier sourcing de personnes où vous dites, alors lui peut se partager entre l'entreprise B et l'entreprise C. Alors, comment ça se passe? Nous, ce qu'on fait, déjà, c'est que nous, sur le domaine des RH, qui est notre expertise, on propose 2 types d'expertise en temps mutualisé, qui est ce qu'on appelle le RPO, qui est du recrutement, mais chez vous. Donc, on outsource des experts de chez nous, chez nos clients. Et que vous détachez de chez vous pour On les mettre chez le détache, client. voilà. Ok. Ce sont des experts recrutement, ils font ça toute la journée pour plein de clients, et de temps en temps, on les détache. D'accord. Et comme ça, il faut Option faire un 1, mi-temps. Voilà. C'est ça. On le fait aussi pour de la RH externalisée. Voilà, donc on est capable d'apporter des solutions de DRH en résidence. Pour des entreprises de quel type, par exemple? Parce que c'est quoi une entreprise qui se développe et qui dit pour l'instant, j'ai pas assez de trésor, mais j'en ai besoin Par quand exemple, en fait, il y a souvent 2 cas. Il y a le cas de l'entreprise qui croît et qui n'a pas encore un besoin à temps plein d'un DRH, ou une entreprise qui décroît et qui n'a plus besoin à temps plein d'un DRH, ça peut arriver. Et puis évidemment, il y a des entreprises qui se sont stabilisées aux alentours de 75-80 personnes et qui n'ont pas besoin d'un DRH à temps plein. Maintenant, ce dont vous parliez, c'est aussi le cas où j'ai besoin d'une expertise type data science, très pointue, sur laquelle j'ai pas encore besoin à temps plein. Enfin, j'ai pas encore, ou peut-être jamais je n'aurai besoin à temps plein. Et dans ce cas-là, je suis content de pouvoir faire appel à des gens qui vont travailler en temps partagé chez moi. Alors souvent, on faisait du freelance. C'est ce Et que j'allais vous maintenant, dire. Voilà, mais on peut Les aussi, indépendants freelance. voilà, mais on peut aussi considérer qu'on va les prendre en CDI, mais à temps partagé. Mais le contrat est géré par Ignition Programme ou c'est Alors, géré non. par l'entreprise? Dans ce cas-là, si c'est de la RH, c'est notre expertise, c'est géré par D'accord. Ignition. Sinon, c'est géré par l'entreprise. Le plus souvent, ce sont plutôt des seniors, plutôt qu'une expertise très forte junior. Logique. Dans l'ensemble, c'est 85% des gens qui sont en temps partagé comme ça dans plusieurs entreprises qui ont plus de 40 ans. Mais c'est normal parce que ça demande une certaine autonomie de gestion. Ouais. Si on a 3 employeurs, il faut être déjà capable de s'autogérer d'un point de vue RH, progression de carrière. On achète de la compétence, on achète des consultants plutôt de haut niveau. Et par ailleurs, on achète de la compétence. Mais on pourrait aller chercher aussi C'est vrai. des plus jeunes. La difficulté dans ce cas-là, c'est la gestion RH et la gestion managériale de ces profils-là, qui va forcément être plus difficile quand ils ont 3 employeurs Oui, bien sûr. différents. Voilà. Et vous, à travers l'initiative de cette mutualisation que vous portez depuis un certain temps, on a compris que vous ne faisiez pas que ça. C'est croissant? Vous sentez que là, cet outil devient de plus en plus utilisé ou pas? Alors, si on regarde les tendances de marché, on a 26% des entreprises qui sont plutôt favorables à la flexibilité et à l'expertise, et on a aussi 26% des salariés qui travaillent en slasher, disons. Ouais, les fameux slasher. Moi, ce que j'observe, c'est que côté candidat, si je puis dire, il y a une demande très forte depuis un moment, en particulier chez les plus de 40 ans, chez les plus seniors. Côté candidat. Parce qu'il y a une forme d'autonomie, il y a une liberté, forme de liberté, mais pas insécurité, puisque ça n'est Ouais. pas du freelancing, C'est vrai. c'est aussi du Du CDI. contrat. C'est donc, pour l'entreprise, c'est moins cher que du freelancing, et ça apporte quand même une certaine flexibilité, pas la même flexibilité au mois, mais ça apporte une certaine flexibilité puisqu'on peut s'adapter à notre seuil de croissance. Mais les entreprises vont moins vite sur ce domaine, dans mon expérience, que les candidats. Et je trouve ça un peu dommage. C'est-à-dire qu'elles s'adressent plus à des freelances, alors que je trouve que le temps partagé est un outil super. Le temps partagé et le temps presse. Et le temps presse. Merci Caroline Taillou, fondatrice d'Ignition Programme, avec notamment une de ces activités autour de cette mutualisation, mais Voilà. pas que cela. Et je la recommande aux entreprises. Je serais ravie d'en... N'ayez pas peur voilà. de mutualiser. Voilà ce que vous dit Caroline N'ayez pas Taillou peur aujourd'hui de sur mutualiser, le parce plateau. que les candidats n'en ont pas peur. C'est la fin, le jingle retentit. Merci à toute l'équipe, merci à Xavier à la réalisation, merci à Thibaut pour le son, merci à l'équipe de programmation Nicolas Juchat et Alexis qui m'ont accompagné aujourd'hui. Je vous dis à très 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 bientôt et je vous souhaite évidemment de très belles fêtes de fin d'année. Ça se profile évidemment dans les jours qui viennent. Bye bye, à très bientôt.